Indiens, Peaux-Rouges, Amérindiens, autant de noms pour les désigner que leur culture est grande. Aujourd'hui, il ne sera pas question de leur histoire, mais de leur folklore. En quoi croyaient les Amérindiens? Petite précision avant de commencer, le terme amérindien renvoie à toute l'Amérique, donc je vais aussi traiter les légendes qui viennent de l'Amérique du Sud. L'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre est une créature mythologique qui vient des légendes du nord-est du continent américain. Cette légende, appelée par les Indiens Wakingian, représentait à la fois le danger de la nature, mais aussi sa beauté. À chaque fois que l'oiseau tonnerre traverse le ciel, il apportait la foudre et la grêle, ne laissant que destruction et mort derrière lui. Cependant, il emmenait aussi la pluie, qui est indispensable à la vie sur Terre. C'était une créature très importante pour les Indiens, et beaucoup de totems le représentaient. Il avait une mission très importante. Il devait éliminer toutes les forces surnaturelles négatives et était ainsi le protecteur du peuple. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Si on se plonge au cœur de cette légende, on peut voir qu'à l'origine, l'oiseau tonnerre était juste un grand faucon qui s'est vu accorder des pouvoirs par la créature du tonnerre. Il était alors supérieur à quiconque et est vite devenu arrogant envers les esprits. Comme punition, il est devenu serviteur des créatures du tonnerre et selon les mots de la légende, va maintenant et sers ceux que tu as offensés jusqu'à ce que tu aies appris le plaisir qu'il y a à se servir et à se souvenir de sa place dans l'univers. Les êtres humanoïdes. On va parler de la légende de Puckujeni et Shurashaki. Ces deux légendes présentent des êtres humanoïdes de petite taille, un peu comme les lutins. Pour ce qui concerne le Puckujeni, on sait qu'il est originaire d'Amérique et qu'il a pour mission de protéger la faune, la flore et les récoltes. Et c'est à peu près tout. C'est léger tout ça. Le Shurashaki, lui, est un nain légendaire censé représenter l'esprit de la forêt. Il est originaire d'Amérique du Sud, près de la forêt amazonienne. Cette créature a une caractéristique atypique. On peut voir qu'elle a un pied humain et un pied animal. D'ailleurs, l'origine du pied animal varie beaucoup selon les tribus. Il a beau être un protecteur de la forêt, en réalité, il s'approche plus d'un démon. Agression sur quiconque veut pénétrer dans la forêt, kidnapping d'enfants, viol de femmes. Il joue son rôle à 200% et autant dire qu'avec lui on déconne pas avec la forêt. La panthère d'eau. Cette puissante créature mythologique est originaire de la région des Grands Lacs et est aussi appelée Mississippi. Elle est l'une des principales composantes du culte autour de Mississippi et a même été présente dans la mythologie grecque aux côtés de Poséidon. Pour ce qui concerne le monstre, c'est une chimère qui fait un mix entre plusieurs animaux et le résultat c'est moche, il n'y a pas de mots, c'est moche. Ah, look at the top of his head! Look at his lips! Dans quelques traditions, la panthère d'eau est montrée comme une bête protectrice et dans 80% des cas, c'est en réalité une bête malveillante apportant que mort et destruction autour d'elle. Les dragons amérindiens. La mythologie amérindienne ne fait pas allusion aux dragons, du moins pas du sens que nous les concevons. Ils étaient fascinés par les serpents et surtout par leur capacité à muer. Ainsi, le mot Coalt, signifiant littéralement serpent en langue nahuatl, se retrouve dans beaucoup de noms de divinités. Siwa Coalt, la femme serpent, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, ou Mixcoatl, le serpent à nuages. Toutes ces divinités faisaient une partie intégrante de leur vie. Ils avaient tous un rapport avec le ciel ou l'ascension, et à leur sens étaient représentés comme des dragons dans leur société. Bien sûr, on est loin du dragon occidental, ils ont même très peu de points communs. Peut-être que si le peuple aztèque avait survécu aux attaques des Espagnols dans les années 1400, leur dragon serait pas le même aujourd'hui, peut-être qu'il aurait évolué aussi. Le Wendigo. Comment ne pas parler du Wendigo? De toutes les légendes, celle-ci est certainement la plus crainte. Cette légende était très répandue, particulièrement chez les tribus Ojibwe, Mi'kmaq, Cri, Innu et Naskapi. Malgré qu'il y ait beaucoup de versions selon les tribus, on va essayer de rester sur une seule version du Wendigo, ça sera plus facile. Le monstre est lié au cannibalisme, un acte totalement interdit dans toutes les cultures amérindiennes. Il était dit que le monstre errait dans les bois, particulièrement en hiver, à la recherche d'âmes égarées. L'écrivain Basil Johnstone, de la tribu Ojibwe, le décrivait ainsi. Le Wendigo était décharné jusqu'à l'émaciation. Il ressemblait à un squelette émacié, récemment déterré de sa tombe. Impur et souffrant de suppuration de ses chairs, le Wendigo dégageait une inquiétante et étrange odeur de pourriture, de décomposition, de mort et de corruption. C'est charmant tout ça, hein? Il était à lui seul l'incarnation de l'excès, de la gloutonnerie et de la cupidité. Il était en permanence victime de la faim, et cela même s'il venait de se nourrir. Il était donc tout le temps à la recherche de nouvelles victimes. La croyance du Wendigo ne s'arrête pas là, et aller au-delà de ça. Les Indiens croient qu'en certaines circonstances, les êtres humains peuvent eux-mêmes se transformer en Wendigo. S'ils se livrent à une vie pleine d'excès, s'il se fait posséder par un chaman ou au cours d'un rêve, et s'il commettait l'acte de cannibalisme. Et c'est ce point qui effrayait vraiment les Indiens. En même temps, leur hiver devait être vraiment rude, et une personne pouvait être rapidement amenée à manger de la viande humaine pour survivre. Lors des périodes où la nourriture commençait à manquer, certaines tribus comme les Cris ou les Ojibwe exécutaient une danse satirique appelée Windo
appelé Wendigo. Bref, appelé comme ça, et dans le but de rappeler à chacun la menace de se transformer en Wendigo. La croyance du Wendigo allait vraiment loin et ne s'arrêtait pas là. Elle a même créé une maladie, la psychose du Wendigo. Alors la psychose du Wendigo, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble propre aux Amérindiens qui leur donnait un véritable désir insatiable de chair humaine. À cause de cette maladie, ils devenaient cannibales. Les malades se faisaient alors exécuter ou mutiler pour que le Wendigo en eux ne puisse pas revenir à la vie. On recense pas mal de cas de cette maladie, mais je vais vous en parler d'un, du plus célèbre. Durant l'hiver de 1878, un Indien du nom de Sweetfrunner aurait dévoré sa femme et ses 5 enfants. Le fait qu'il habitait proche d'un comptoir élimine directement la théorie de la famine. Cela montrait que ce n'était pas un cas de désespoir, mais plutôt un cas de psychose de Wendigo. L'Indien a avoué ses crimes, et il fut exécuté par les autorités canadiennes. De nos jours, les Indiens algonquiens utilisent encore ce mot comme synonyme de monstre, ou pour désigner quelqu'un de névrosé. Bien sûr, ces quelques légendes ne représentent pas du tout toutes les croyances amérindiennes, ce n'est qu'un tout petit échantillon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je le dis rarement, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager ou à commenter, ça me fera très plaisir. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!